Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous, à cette audience du tribunal de l'actualité sur Tru TV et Watt FM. Tru TV et Watt FM qui vous offre chaque jour de décrypter l'actualité nationale, internationale sur le tribunal de l'actualité. Je suis bien entendu Serge Mathias Tomodi, président de ce tribunal. Je suis en compagnie des juges au siège, Geoffroy Vara et Bernard Bougma, et nous enrôlons aujourd'hui un sujet sur les réseaux sociaux, le bon usage des réseaux sociaux au Burkina Faso. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Cyriaque Paré. Cyriaque Paré, vous savez, il est le fondateur de lefaso.net, le premier portail d'information du Burkina, mais également de ISCOM. Et l'ISCOM, c'est l'Institut international, l'Institut supérieur de la communication et du multimédia. Et donc ISCOM qui est avec nous, et c'est un institut d'enseignement supérieur. Merci Cyriaque Paré d'avoir accepté notre convocation. Merci. Je précise juste que je suis chercheur au CNRST. Enseignant-chercheur au CNRST, chercheur tout simplement, oui, au CNRST, et les chercheurs trouvent, les chercheurs du Burkina trouvent, oui, et vous avez cherché, vous avez trouvé. Oui. On reviendra tout à l'heure à vous pour cette audience, en espérant que vous nous dites rien que la vérité, toute la vérité, sur ces questions de réseaux sociaux au Burkina. Bonjour, juge Vara. Bonjour, président. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour, juge Vara. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, président. Bonjour, juge Bougma. Si nous ravissons la tête, bonjour au président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois de plus, en face, donc, il y a les juges qui vont examiner cette question sur les réseaux sociaux. Mais avant, comme vous le savez, c'est le principe de cette émission, nous écouterons les avant-propos. Séquence avant-propos donc avec tout d'abord le juge Bernard Bougma. Merci. Mon avant-propos va concerner une sortie du célèbre Ibrahima Maïga qui a disparu des radars et qui apparaît par moment. C'est un nom qui a marqué les esprits avant le coup d'État. Et aujourd'hui, il a fait cette sortie où il annonce sa démission d'ailleurs du mouvement qu'il avait créé avec certains de ses camarades. Et il dit, et je cite, « Le virage que prend le Burkina étant devenu dangereux, il est important de penser nos actions. À aucun moment, le mouvement Sauvons le Burkina Faso n'a été créé pour servir de bras armés à un quelconque groupe. Aucune violence vis-à-vis de ceux qui expriment leur mécontentement ne saurait avoir mon assentiment. Les incidents de ces derniers jours, la substitution du mouvement à la force publique me forcent à tirer les conséquences qui m'imposent en démissionnant du mouvement. » Fin de citation, sans commentaire à mon niveau. Sans commentaire, vous ne faites aucun commentaire par rapport à cette démission d'Ibrahim Maïga du mouvement Sauvons le Burkina. Juge Vara, quel est votre questionnement du jour? Mon avant-propos est un peu en lien avec celui de Bernard Bougma parce que c'est un peu du même événement dont parle, j'oublie son nom, Ibrahim Maïga. Voilà, Maïga. C'est la manifestation hier du ballet citoyen devant la BCCLC, puisque il y avait Olo Patias qui avait été arrêté. Je pense qu'il a été déposé, selon certaines informations, pour des propos tenus sur la toile. Et lors de cette manifestation-là, pour demander la libération, en tout cas de leurs camarades, il y a eu des profondeurs qui sont arrivées. Et puis très vite, ça a viré au vinaigre. Quelqu'un qui prend une pierre, qui la lance vers le camp du ballet citoyen, un autre qui après sera identifié, c'est Massoulou Guiro, qui se fait correctement rosser jusqu'à perdre connaissance. Et c'est pas des scènes intéressantes à voir. Et en plus, ça a été filmé. Ça a été filmé, on a les vidéos. Ouais. Il a été battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance et puis ramassé comme, je ne sais pas, comme rien là, et puis de poser un peu à côté. Heureusement, après nous avons pu discuter avec lui, moi hier dans la soirée, il y a plus de peur que de mal, mais il est assez choqué et il dit qu'il y aura une suite judiciaire à ce qui est arrivé, ce qui pour moi même est d'ailleurs logique. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à pareil comportement ? Je ne
comprend pas pourquoi on a quelquefois ce Burkina du clivage-là, qui est celui qui parle trop fort et donne plutôt la mauvaise impression, la mauvaise opinion qu'on pourrait avoir de ce qu'est la façon de lutter ou quoi que ce soit. Quand on écoute Bassirou Guiro, il est très clair. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec les propos qui ont été tenus sur Internet par celui qui a été arrêté, Mathias Solo Kambo. Voilà, comme on l'appelle. Voilà. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec les propos, mais il n'est pas d'accord aussi avec la façon dont il a été arrêté. Puisqu'il est arrêté, sa famille ne sait pas où il est et tout, il y a un problème. Et il est venu, logiquement, apporter son soutien, parce qu'il trouve que ce n'est pas normal. Mais est-ce que c'est interdit d'exprimer son mécontentement? Je pense que c'est ce que le ballet citoyen a fait. Ils ont exprimé leur mécontentement face à la façon dont l'un de leurs camarades a été arrêté. On est dans une république, cela est possible. Oui. Est-ce qu'il faut le leur interdire? Maintenant, si vous n'êtes pas content, d'accord. Vous pouvez aussi manifester votre mécontentement. Exprimer votre mécontentement, mais sans vous en prendre à l'intégrité physique des Voilà, venez s'en prendre à l'intégrité physique des uns et des autres. Mais je dis, il faut qu'on tire les leçons. Il y a eu pareil comportement lors d'un rassemblement, celui du Front patriotique. Il y a eu des perturbateurs qui sont arrivés. On a encore les vidéos et cela s'est passé. Il y a le Front patriotique qui a dit qu'il allait donner une suite à cela parce qu'il allait porter plainte. C'est pas ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà des vidéos qui circulent de personnes en train de tabasser quelqu'un d'autre parce qu'il a une opinion. Les visages peuvent être bien reconnus. Qu'est-ce qui sera fait? C'est la question que moi je pose aujourd'hui. Et puis, quel est le message qu'on envoie avec ces organisations de la société civile? On veut sauver le Burkina, mais est-ce que c'est cette façon-là qu'on sauve ce pays-là? Donc je pense qu'il est à se recentrer sur l'essentiel. Il y a des bonnes questions qu'il faut se poser et puis il faut tirer les leçons des choses. Ce n'est pas le clanisme là qui va nous arranger. Et puis il y a des autorités aussi qui doivent, parce que ce sont des gens qui font cela en leur nom. Parce que vous êtes véhément dans la critique à l'endroit des autorités. Nous, on est là pour les défendre, on n'est pas d'accord et on fait ce qu'on veut alors qu'on est dans une république. Il faut qu'ils condamnent. Il faut qu'ils condamnent ces gestes-là. Et pour moi, ça, c'est très important. Et il y a une justice aussi qui doit s'assumer et faire son travail. Puisqu'il y a des vidéos, je le rappelle, il y a des visages qui sont connus. C'était donc les avant-propos des juges au siège, 2 avant-propos qui ouvrent l'audience de ce jour. L'audience de ce jour qui reçoit donc Dr Cyriaque Paré, je l'ai dit tout à l'heure. Dr Cyriaque Paré est fondateur du site lefaso.net. C'est un portail d'information, le tout premier du Burkina, mais il est également fondateur de l'Institut supérieur de la communication et du multimédia ISCOM, un établissement d'enseignement supérieur qui s'investit dans la communication et aussi dans le web, dans le journalisme, dans la communication, dans le web développement. Bienvenue sur le plateau du tribunal de l'actualité des Dr Paré. Et sans plus tarder, je donne à nouveau la parole aux juges pour leurs questions de généralité. Bernard Bougman, si vous en avez. Merci, moi j'en ai. J'en ai naturellement. Alors, on a affaire à un patron de médias et président également d'une structure d'organisation professionnelle des médias. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la communication n'a pas de président. Alors, dans un contexte très difficile, alors, et on n'a pas de régulateur au niveau des médias. Vous, en tant que patron de médias et puis président d'une organisation professionnelle des médias, qu'en pensez-vous de cette situation? C'est une situation très, très déplorable. C'est regrettable qu'on en soit à ce niveau-là. Pour ce que j'en sais, pour ce qui concerne notre organisation, c'est-à-dire l'association des éditeurs et professionnels des médias en ligne, on est concerné aussi. Pour la petite histoire, je rappelle que à la veille des élections, nous avons été touchés par Daniel Bougaïré, qui était candidate à la présidente et qui a demandé à notre fêtière de la soutenir. Nous en avons débattu en notre sein, au sein du bureau de l'AEPML, et il a été retenu qu'on apportait notre soutien à Daniel Bougaïré. On a communiqué la position du bureau à notre représentant au sein du collège, qui est Seni Dabo, qui a été proposé par notre association à l'époque pour siéger au sein du collège. Et nous lui avons communiqué la position du bureau qui était de soutenir Daniel Bougaïré, qui nous avait demandé donc notre soutien. Seni Dabo nous a dit qu'en leur sein, au sein du collège qui restait, ils se sont entendus pour apporter le soutien au vice-président pour qu'il passe président. Nous lui avons dit
C'est vrai que ce n'est pas un mandat impératif qu'il a, mais il aurait dû nous informer pour que nous ne prenions pas d'engagement avec une autre personne, puisque personne d'autre nous a demandé un soutien. Il nous a dit, il a pris note, et il y a eu les votes, et de ce qui ressort, il a voté pour un autre candidat que celle que nous avions décidé de soutenir. On a pris acte aussi qu'il n'a pas respecté ce que notre bureau a décidé de façon unanime en son sein. Les résultats sont ce que vous connaissez. Ce que je sais, c'est que la candidate Bougaïré par la suite a porté plainte. Il y a 2 dossiers qui ont été portés en justice. Il y a, je crois, le référé qui a été jugé. Il y a un autre dossier qui n'a pas encore été jugé, qui fait que à ce jour, on ne sait pas, il n'y a pas de position, enfin, il n'y a pas de décision définitive puisque le dossier est toujours en justice. Ça met un peu mal à l'aise dans la gestion de cette affaire-là. Nous, par exemple, l'autre candidat, pour parler clairement, Aziz Bamogo, par exemple, ne nous a jamais approché pour demander notre soutien. Je pense que dans ce genre d'activité, il y a, même si ce n'est pas une campagne électorale, on se concerte, on approche les différentes structures pour dire oui, je suis candidat, j'aimerais qu'on me soutienne. Nous, la seule personne qui nous a approché, c'est Bougaïré. On en a débattu au sein du bureau. On lui a accordé notre soutien. On a transmis à notre délégué notre soutien. Le délégué a choisi de soutenir quelqu'un selon, j'allais dire, des termes, une entente entre eux au sein du collège. Ça nous met mal à l'aise aujourd'hui pour la gestion de ce dossier-là. Voilà. D'accord. J'ai une autre question. Rapidement. Oui, en lien toujours avec cela. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais quand vous désignez quelqu'un, il y a aussi le devoir d'ingratitude et puis il y a la liberté aussi de celui qui vote. Non, il ne faut pas comprendre le devoir d'ingratitude dans ce sens. Le devoir d'ingratitude, c'est quand vous avez été nommé par un pouvoir pour occuper une fonction publique, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre ce que cette personne dit. Mais dans le cas présent, c'est un mandat qu'on lui a confié. Mais j'ai bien précisé que ce n'est pas un mandat impératif. D'accord? Ça veut dire qu'on ne l'oblige pas à exécuter à la lettre ce que le bureau de l'AEPML, par exemple, décide. D'autant plus que ce n'est pas l'AEPML seul qui l'a décidé, mais c'est aussi la presse écrite. Je rappelle qu'au sein du collège, il y a une seule personne qui représente et la presse écrite et la presse en ligne. Mais à l'époque, le candidat actuel a été proposé par la presse en ligne. D'accord? Et je me dis que de façon civilisée, je vais dire, quand il y a des élections, on se repère à sa base quand même pour dire qu'est-ce que vous proposez. Et même en dehors de cela, s'il y a eu des ententes entre eux, notre candidat aurait dû nous revenir pour nous dire en notre sein, voilà ce que nous avons décidé. Ça nous aurait évité, nous, d'accorder notre soutien à quelqu'un d'autre. On n'a pas imposé. D'accord? On lui a dit, au sein du bureau, on a débattu de la question, voilà notre position. Il a dit, il prend acte. Et comme ce n'est pas un mandat impératif, il a fait le choix qu'il fait, mais qui n'est pas en conformité avec ce que notre bureau a décidé. Est-ce que vous allez lui retirer votre confiance? On ne peut pas lui retirer notre confiance, puisqu'une fois qu'il est élu, c'est un mandat unique et puis c'est jusqu'à la fin. Sauf cas exceptionnel, nous ne pouvons pas lui retirer notre confiance. C'est ce qui est la particularité de ce mandat-là. C'est ce qui fait que ceux qui sont là-bas aussi ne font pas forcément. Je crois qu'il y a des candidats qui ont été nommés par la présidence, même si c'est la précédente présidence, qui sont au sein du collège, mais qui n'ont pas respecté ce que l'actuelle présidence, par exemple, a proposé. Donc c'est pour dire que, je répète une fois encore, ce n'est pas un mandat impératif, mais je pense que je dis encore par civilité, je me dis qu'il faut tenir compte de ceux qui vous ont mandaté. S'ils ne vous obligent pas, même s'ils ne vous obligent pas, ils ne peuvent pas vous obliger à poser un acte. Dernière question de généralité. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner à l'ancienne formule? Nous, au moins, on sait que c'est le chef de l'État qui impose sa présidente ou son président. Oui. Et puis bon, avec le collège, les différentes fêtières envoient leurs représentants qui siègent au collège, puis passer à autre chose. Parce que... Mais en fait, on est toujours dans cette configuration. Seulement, ce que moi je note, c'est que l'explication que j'ai, c'est que le dossier a été mal géré par les différents responsables, aussi bien la présidence, peut-être que les autres structures qui sont impliquées. Je pense que dans ces cas-là, on sait très bien que généralement, c'est le candidat proposé par la présidence
présidence qui devient le premier responsable de l'institution. Mais ça n'empêche pas que la présidence approche les autres conseillers pour leur dire oui, pour ce cas-ci, voilà le candidat que nous proposons, nous aimerions que vous leur apportiez votre soutien. Est-ce que ce travail a été fait? Je ne crois pas. Il y a eu ces manquements-là qui ont entraîné l'impasse que nous connaissons dans laquelle nous sommes. Je crois que si la présidence, à l'époque, avait approché les candidats, en plus des candidats de la présidence, pour leur dire de façon consensuelle, nous aimerions que telle personne soit le premier responsable de l'institution, on n'aurait pas connu cette crise-là. Il y a eu de la négligence dans la gestion du dossier, aussi bien de la présidence, de la part de la présidence que d'autres structures, et c'est ça qui aboutit à cela. Donc une impasse assez dommageable. Oui, juge Vara, vous avez des questions de généralité, rapidement? Oui, rapidement, une question de généralité. Je vais revenir sur un pan du discours du président, parlant du peuple. Ce pauvre peuple qui est gavé d'informations alarmistes par certains médias devenus de dangereux outils de subversion. Vous êtes un patron de médias. C'était le constat qu'il faisait d'un Burkina lorsqu'il venait le récupérer. Oui. Vous avez fait ce constat-là aussi? Mais je pense que le lieutenant-colonel Damiba est très bien placé pour savoir en quoi les médias peuvent être des outils de subversion. Quand on voit comment le coup d'État qu'il a mené au pouvoir a été, j'allais dire, enclenché, les médias, on a parlé tout à l'heure de notre ami Ibrahim Maïga, tout le monde se rappelle très bien de toute la campagne d'information, de sensibilisation, de propagande, peut-être que Ibrahim Maïga a orchestré ou en tout cas exécuté avant qu'on en arrive au coup d'État. Donc, pour quelqu'un qui a bénéficié, j'allais dire, du fruit d'une campagne de subversion portée par les médias, il sait de quoi il parle. D'accord. C'est bon? Bien dit. Vous avez la réponse à votre question de généralité. Vous nous regardez sur Tweet TV et vous nous écoutez également sur Watt FM. Vous êtes à la bonne adresse pour suivre le tribunal de l'actualité. Le tribunal de l'actualité qui reçoit aujourd'hui le docteur Cyriaque Paré, fondateur de lefaso.net et aussi de ISCOM, l'Institut supérieur de la communication et du multimédia. Alors, docteur Paré, tout d'abord, mon titre de chercheur. Bon, chercheur. C'est en tant que spécialiste, je suis communicant, je m'intéresse à ces questions. En fait, je m'intéresse aux questions. Les réseaux sociaux sont mon champ de recherche. Tout à fait. C'est pourquoi je me dis que c'est à cause de ça. C'est pas pour parler de journalisme en tant que tel, c'est pour parler d'utilisation des réseaux sociaux qui sont les sujets de recherche que je mène depuis plusieurs décennies. Alors, vous l'avez bien compris, nous avons en face de nous Cyriaque Paré, qui est chercheur avant toute chose, et avant tous les titres, avant tout ce qu'il a fondé dans ce domaine. Et pour camper le sujet, j'aimerais vous demander le regard que vous portez donc sur l'usage des réseaux sociaux au Burkina, rapidement. L'usage des réseaux sociaux au Burkina n'est pas particulier, hein. Il est conforme à ce qui se fait ailleurs. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désordre qui s'explique, à mon avis, par un manque d'éducation à l'utilisation de ces outils-là. Moi, je suis un militant de ce qu'on appelle l'éducation aux médias et au numérique pour apprendre aux gens à utiliser ces outils. Nous sommes dans un changement de paradigme, comme on dit, où le mode de fonctionnement des médias a totalement changé. Avant, on avait des médiateurs, donc des gens qui étaient entre l'information et les utilisateurs. D'accord, on a rompu cette chaîne-là et le citoyen ordinaire est devenu producteur, diffuseur d'informations. Aussi, autant que le journaliste, malheureusement, il n'a pas appris les règles de ce métier. Parce que produire et diffuser de l'information, c'est un métier. Parce qu'il y a une étape essentielle, c'est le traitement. Et ceux qui produisent et diffusent grâce aux nouveaux outils, aux smartphones et aux plateformes numériques qui leur permettent de créer leurs propres médias, ne sont pas passés par la case formation. Donc on se retrouve confronté à des tonnes d'informations où il est difficile de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, parce que tout le monde aujourd'hui communique vers tout le monde, produit, diffuse de l'information vers tout le monde. Il faudrait à un certain moment revenir, peut-être pas en arrière, mais insister sur la nécessité de se former pour produire
Donc traiter l'information avant de diffuser et en même temps former les citoyens, les informer sur les modes de consommation de l'information qu'ils ont aussi abondamment à leur disposition, leur faire comprendre que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, tout ce qui est dans l'espace numérique n'est pas bon à consommer. Je crois qu'il y a ces deux opérations, je vais dire, qui sont essentielles. Former ceux qui produisent et diffusent de l'information et former aussi ceux qui consomment l'information à savoir faire le tri entre le bon et le mauvais. Faire le tri entre le bon et le mauvais, savoir que les réseaux sociaux, il y a un côté bon, il y a un côté mauvais. Alors, les juges, vous faites face aux juges, donc juge Bougma, vous avez votre convoqué par rapport à l'usage des réseaux sociaux au Burkina. Oui, c'est vrai, ça nous a surpris, hein, les réseaux sociaux. C'est comme ça que je caricature la chose. Ou du moins, on n'a pas préparé l'accueil. Donc les jeunes s'y ont allé, tout le monde y est allé, chacun allait avec ce qu'il a ou ce qu'il est, et puis baf, voilà ce qu'on a. Bon, vous avez parlé d'éducation, effectivement, aux médias, aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Comment est-ce qu'on rattrape les choses? C'est le constat, c'est que ça part dans tous les sens. Il y en a qui vendent des choses, qui s'en sortent, mais il y en a aussi qui font toute autre chose avec. Il faudrait se donner le temps d'apprendre. C'est vrai que c'est un peu comme la circulation. Vous prenez Ouagadougou, la capitale des deux roues, comme on dit. Voilà, normalement, pour circuler à moto, il faut avoir un permis. Mais combien de personnes ont des permis aujourd'hui? C'est quand vous êtes en difficulté, peut-être que vous êtes obligé de le faire. De la même manière, mais il est difficile aujourd'hui d'imposer aux gens d'apprendre à conduire avant de rouler. De la même manière, il est devenu difficile d'apprendre aux gens à utiliser les réseaux sociaux, à apprendre à utiliser les réseaux sociaux avant de les utiliser. Sinon, rien qu'en lisant les règles de bonne conduite, il y a ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux la netiquette, qui date de 1995. Voilà, le web tel que nous l'utilisons aujourd'hui, qui permet à tout le monde de communiquer sur Internet, date de 1993. Mais la netiquette a été mise au point depuis 1995. La netiquette, c'est les règles de bonne conduite sur Internet. J'ai le document, je peux vous le passer. Oui, ça serait utile. Hein. Vous verrez qu'il y a un ensemble de règles, aussi bien pour la communication de personne à personne que la communication dans les groupes. J'étais sur un article pour dire que les réseaux sociaux n'ont pas tué la politesse parce que dans les règles de fonctionnement dans les réseaux sociaux, on a prévu la politesse. D'accord ? Mais personne ne respecte ces règles-là parce que beaucoup ne les connaissent pas. Oui. Beaucoup n'ont pas pris le temps de savoir comment ça fonctionne. De la même manière qu'on ne prend pas le temps d'apprendre à conduire, d'avoir un permis, d'aller à l'auto-école pour rouler à moto, alors qu'on devrait le faire. Ça fait qu'on a dans la circulation des gens qui ne savent pas ce que c'est que la signification profonde d'un feu rouge, les intersections, etc. Si vous transposez en image, c'est la même chose qu'on a sur les réseaux sociaux. Sinon, la netiquette est très claire. C'est vrai qu'elle préexiste aux réseaux sociaux tels que nous les connaissons aujourd'hui, qui sont nés pour la plupart au milieu des années 2000. Oui. Mais déjà, en 93, 95, par exemple, on avait les newsgroups, on avait les listservs, on avait beaucoup d'autres forums de discussion déjà où la communication médiatisée par ordinateur, comme on dit, avait cours, mais avec des règles. Voilà, je ne peux pas vous aborder sans vous dire bonjour. Quand je tombe dans un groupe de discussion, quand je prends une discussion en cours, la netiquette dit que je dois m'imposer d'écouter ce que les gens disent et même de lire les archives avant d'intervenir pour être sûr que je ne suis pas hors sujet. Voilà. Même la communication, quand vous envoyez un mail, il y a des règles. Quand vous envoyez à plusieurs personnes, vous ne pouvez pas mettre les adresses en clair, vous ne pouvez pas attacher des fichiers trop lourds sans avoir l'autorisation. Tout ça, ça a été codifié. Mais c'est vrai que ce n'est pas des règles, comment je vais dire, qui s'imposent en tant que telles, mais ce sont des règles de savoir-vivre. Oui. Et ces règles-là ne sont pas connues. Ce n'est pas connu. Beaucoup de gens, en fait, font preuve de mauvaise éducation sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'appliquent pas les règles. Prenez simplement le fait d'écrire en majuscule. On dit quand vous écrivez en majuscule dans les espaces numériques, vous criez.
Et si vous n'avez pas de raison de crier, c'est que vous êtes impoli. Et il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur-là. Et qui écrivent en lettres capitales. En lettres capitales. C'est de l'impolitesse parce que vous criez alors qu'il n'y a pas besoin de crier. D'accord? Et on dit bonjour, on dit au revoir. D'accord? Alors, Bernard Bougouma qui a posé la question, vous avez peut-être une relance là-dessus. Est-ce que, justement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, par rapport aux règles que vous avez édictées, comment on fait pour insérer, justement, pour amener les uns et les autres à prendre en compte ces considérations-là de la netiquette dont vous parlez? Il faut l'enseigner. Ils ne savent même pas qu'elle existe. Il faut l'enseigner. Moi, dans les formations que je fais, je rappelle régulièrement les règles de savoir-vivre suisse dans ces espaces-là. Et je suis un militant de l'éducation aux médias au niveau de l'ISCOM et puis du FASO.net. Nous sommes en train de mettre un programme d'éducation aux médias pour un peu passer dans les établissements et former les jeunes qui sont très vite accros à ces outils-là, leur faire comprendre qu'il y a des règles qu'il faut respecter. C'est même pas simplement pour le savoir-vivre, même pour leur sécurité. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir parce qu'ils ont prêté le flanc au plan sécuritaire, par exemple. Ils ont été victimes d'arnaques et beaucoup d'autres abus dans ces espaces-là. Donc ces règles-là, c'est pas seulement pour être poli, mais c'est aussi pour se protéger. Voilà. En effet, les réseaux sociaux comportent également beaucoup d'inconvénients. On peut se faire harceler, on peut se faire humilier ou intimider. Juge Vara. Justement, est-ce que pour ce qui est du Burkina Faso, le secteur est bien réglementé? Parce que pour éviter aussi toutes ces dérives-là, il faut des textes qui encadrent et qui nous mettent dans des carcans pour ne pas que ça aille un peu partout. C'est le défi pour chacun des pays aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'au Burkina, on a bien ficelé les choses? Les textes sont bien cadrés? À mon avis, il y a un encadrement juridique de l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina. Déjà, il n'y a jamais de vide. Voilà, il n'y a jamais de vide. Je me plais parfois à rappeler que le premier procès que nous avons connu pour infraction sur les réseaux sociaux au Burkina, pour ce que j'en sais, date de 2014, qui a opposé à Waïguia, Tas et puis Roga par exemple. Déjà, à cette époque, on a su utiliser la loi pour punir, pour caractériser l'infraction et la réprimer. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de vide. Ensuite, il y a eu la modification du code pénal en 2018 qui a expressément pris en compte les infractions commises par l'informatique et par les moyens de communication électronique, etc. Ce qui fait que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous verrez plein de gens qu'on arrête au nom de la loi parce qu'il y a des textes qui disent que votre comportement, s'il est délictueux, peut être puni par les lois qui existent. Voilà, par exemple... L'actualité nous offre donc un cas pratique. Voilà. La diffamation, l'injure, etc. Ce sont des délits qui étaient déjà punis par le code pénal et qui sont punis aujourd'hui. Mais en fait, il ne faut pas voir les réseaux sociaux comme un espace hors sol, comme un espace extraterrestre. Ce sont nos comportements au quotidien qui se répercutent. Ce que nous faisons dans la vie de tous les jours est puni, et quand ça se répercute, quand c'est commis dans les espaces numériques, c'est aussi puni. Donc ça n'a rien d'extraordinaire en fait. Donc il y a le code pénal qui dit par exemple pour les réseaux sociaux, l'injure, la diffamation et les autres délits sont punis, c'est prévu expressément. Le fait de publier, d'insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, on peut vous poursuivre. Et le fait pour vous, par exemple, de partager ce que la personne a dit, de liker, de commenter, vous rend coupable au même titre que le premier auteur. Vous pouvez être poursuivi et puni aussi. Ça veut dire que vous partagez, en fait, vous appuyez, la même chose, vous validez, et vous donnez plus de visibilité à l'injure en question, à la diffamation. Donc, vous pouvez vous poursuivre, c'est prévu par la loi. Donc, le code pénal qui a été révisé en 2018 prend en compte cela. La loi sur de la CIL, sur le traitement des données personnelles, par exemple, a prévu un certain nombre de règles aussi. Donc aujourd'hui, on a un encadrement juridique assez conséquent pour ce qui concerne l'activité sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas croire que c'est une zone de non-droit. Mais au-delà de la loi, moi je ramène régulièrement à l'éthique, au savoir-vivre, voilà, au comportement personnel.
C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire, à côté des lois, il faut savoir se comporter. C'est vrai que s'il y a un policier, il peut vous attraper quand vous brûlez le feu, comme on dit, mais on ne devrait pas en arriver là. Voilà, en tant que citoyen, on devrait savoir qu'on n'a pas à brûler le feu. On n'a pas à attendre de voir le policier là-bas pour respecter le feu. D'accord? Et de la même manière, Internet a fixé ces règles-là, la netiquette. Donc, d'accord? L'éthique du net. Voilà, les règles de savoir-vivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui nous guident dans notre comportement. C'est très détaillé. C'est un document que je ne vais pas vous citer ici, mais c'est très détaillé. Mais ce que dit notre convoqué est très intéressant, mais on est loin de la réalité, de la pratique sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce que c'est là où vous, chercheurs, vous pouvez être contredit et même presque heurté par celui qui a quelques mégas au kiosque et puis qui n'est même pas un puriste du domaine peut-être que vous abordez. Mais en fait, c'est ça les réseaux sociaux. Tout le monde a accès à tout le monde. Tout le monde peut dire, et c'est ce que certains pensent, tout à tout le monde. Et puis, c'est le virtuel. Ils ne le rattachent pas forcément à la personne qu'elles sont. Et donc, par moments, ils se disent, il y a moi sur les réseaux sociaux et il y a moi. Donc, ça fait que, quelquefois, il y a des actes qu'ils ne peuvent pas poser eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas dire en termes de propos à quelqu'un là en face. Mais sur les réseaux sociaux, ça passe et ça se fait. Est-ce qu'il n'y a pas cette éducation-là? Il n'y a pas cette éducation-là vraiment à faire. D'autant plus qu'aujourd'hui, la plupart du temps sur les réseaux sociaux, c'est vraiment là où c'est chaud que tout le monde part. Hein. C'est pas la promotion c'est pas vraiment la promotion d'un certain nombre de valeurs. Non, c'est des sujets chauds. Après, ça s'insulte. C'est vraiment ça. C'est ça le dada. Je suis d'accord avec vous, mais de plus en plus, il y a des gens qui se posent la question sur la gestion des relations humaines dans ces espaces et qui apprennent, j'allais dire, les règles de bonne conduite. Sinon, vous allez les apprendre dans la douleur. Voilà. Vous pouvez ne pas aller à l'auto-école pour apprendre à conduire, mais si vous débouchez de votre sabbat natal avec votre vélo sans frein et que vous venez cogner les gens, on va vous amener au commissariat et vous saurez comment on circule. Vous allez l'apprendre dans la douleur. Et si vous partez dans les tribunaux, vous verrez quotidiennement, je n'ai pas de chiffres, mais assez régulièrement, il y a des procès sur des affaires qui sont nées sur les réseaux sociaux. Donc il y a des gens qui apprennent dans la douleur, qui n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait. Donc, l'un dans l'autre, on arrivera, j'allais dire, à civiliser ces espaces-là, de gré ou de force. Parce que quand vous aurez continué à poser des actes, à vous conduire en violation des règles de savoir-vivre, des règles de comportement sur les réseaux sociaux, mais vous aurez affaire ou à des citoyens déjà, ou sinon à la loi. Il y a déjà, j'allais dire, les crises, les prises de bec, les incidents auxquels on assiste entre débatteurs dans les forums de discussion. Vous avez des clashs parfois très violents qui déjà vous enseignent un peu sur ce qu'il aurait fallu dire ou ne pas dire. Et au-delà de ça, ça déborde. Ce dont on a parlé au début, moi je dirais que c'est un peu la conséquence de la radicalisation du discours tenu sur les réseaux sociaux. Le discours, la parole n'est pas que verbale. On dit que la parole est performative aussi. Ce que vous dites, ce n'est pas seulement oral. Ce que vous dites peut entraîner des actes. Et il faut déjà apprendre à civiliser son langage pour éviter certaines conséquences physiques. Donc c'est pour dire que, de gré ou de force, on apprendra à se conduire sur les réseaux sociaux. Ça prendra du temps. Voilà, les réseaux sociaux, c'est né quand. C'est vrai que ça va très vite, mais comparé à d'autres secteurs ou à d'autres évolutions sociétales, vous verrez qu'on n'en est qu'au début. D'accord? Ça s'est répandu certes très vite, mais leur apprentissage va demander du temps. Leur apprentissage va demander du temps. Je rappelle que vous écoutez le tribunal de l'actualité. Vous êtes sur True TV, mais également sur Watt FM à la radio. À la radio, vous nous écoutez sur 100.7, 100.8 FM. C'est le tribunal de l'actualité qui reçoit aujourd'hui pour vous un convoqué. Il s'appelle Cyriaque Paré. Cyriaque Paré est chercheur, il faut bien le souligner, mais également fondateur de lefaso.net et de ISCOM. ISCOM qui s'occupe donc d'enseigner à un niveau supérieur la communication et le multimédia. Le journalisme numérique. Le journalisme numérique, donc on est en plein cœur dans ce sujet.
juge Bernard Bogma. Effectivement, les réseaux sociaux ont été beaucoup utilisés dans la manipulation, dans la radicalisation des uns et des autres à travers le discours qui y est. Ça, c'est le constat, il est clair. Maintenant, vous avez parlé d'outils qui existent pour que les uns et les autres sachent se comporter. Moi, c'est beaucoup plus la promotion de ces outils-là. Vous êtes chercheur, c'est aussi la question de la vulgarisation des résultats de la recherche, de la portée à des gens qui en ont besoin, mais qui ne savent rien du tout. Je prends un exemple avant de poser ma question liée à la question de la vulgarisation. À un moment donné, il y a eu l'affaire des traders qui avait défrayé la chronique. Les traders. Voilà, les traders. Donc j'étais assis à un qui m'appelait depuis Banfora. Il dit, lui, il a été cité à comparaître pour complicité. Mais lui, il voulait me demander, est-ce que c'est juste? J'ai dit, à quoi? Quand on lui demande, la complicité qui lui est demandée, c'est que lui, il a commenté en faveur du poste qui incriminait quelqu'un et la personne a posé plainte. Et donc, comme lui, ses commentaires sont aussi allés dans le sens de la publication, lui, il a été notifié qu'il doit comparaître pour complicité. Est-ce que c'est juste? J'ai dit oui, mais c'est juste, vous êtes complice. Dès lors que vous avez commenté dans ce sens, ça veut dire que vous êtes d'accord. C'est comme si vous avez parlé physiquement. Il dit même si vous likez votre pouce là, vous dites j'aime, ça veut dire également que vous êtes complice. Il dit, et puis la fameuse phrase de Burkinabé. Oui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Oui. Il dit lui n'est pas responsable. Mais lui, il a commandé dans le sens seulement, pourquoi lui doit venir répondre? J'ai dit, mais c'est comme si moi je venais vous raconter des choses qui ne sont pas vraies et vous les relayez. Donc vous êtes diffuseur. Il dit, que donc lui va venir? Il dit, mais vous allez venir. Bon, il est venu répondre pour complicité. Donc, justement, comment est-ce qu'on vulgarise ça? Parce qu'il y a un grand lot qui ne sait pas. Il y a une couche d'un certain niveau qui les utilise, mais qui ne sait pas quel jeu jouer. C'est pas extraordinaire. Même la loi, de façon générale, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Exactement. Mais combien de gens connaissent la loi? Ils sont très peu nombreux. Voilà, ça dit pour la loi de façon générale que pour la loi sur les réseaux numériques, c'est pareil. Voilà, on est censé la connaître, mais on ne la connaît pas. Il faut se former. Moi, même avec des journalistes, j'ai parfois relevé qu'il y a des journalistes qui n'étaient pas au courant que le fait de liker, comme vous le dites, les rendait complices de ce qui est publié. Vous prenez la loi sur les médias en ligne, les lois de 2015 sur les médias. Faites un sondage dans le milieu des journalistes. Il y a plein de journalistes qui ne les connaissent pas. De quoi parlent ces lois? Le comble, moi je suis président, vous l'avez souligné, de l'association des médias en ligne, mais régulièrement j'ai affaire à des gens qui veulent créer des médias. Quand je leur demande s'ils ont lu la loi sur les médias en ligne, ils me disent non. Comment? Ils savent peut-être même pas que cette loi que ça existe. Mais il y en a qui savent, mais qui ne l'ont pas lu. Je les oblige à les lire, non. Il dit non, il y a quoi, il faut faire comment pour avoir un récépissé. Il dit non, ça y est dans la loi. Pour les obliger au moins à ne lire que les 10 premiers articles. Rien à faire. Comment vous pouvez exercer dans un secteur qui est encadré, qui a des lois, et vous ne connaissez pas ce que disent ces lois-là? C'est ça. Est-ce qu'on peut aider ces gens-là? Comment voulez-vous qu'on les aide? Vous ne pouvez pas. Je ne dis pas qu'il faut lire les théories en matière de sciences de l'information et de la communication, les théories sur le journalisme numérique, la communication numérique et autres, remonter à des années, etc. Mais il y a un minimum qu'il faut connaître. Il y a au moins la loi qui dit, qui fixe vos devoirs, vos droits et vos devoirs. Ça, au moins, il faut les connaître si vous voulez exercer dans ce domaine. Mais les gens ne lisent pas. Moi, je signale en passant, j'ai fait mon DEA en 2000 sur les communautés virtuelles. À l'époque, on ne parlait pas encore des réseaux sociaux. On parlait de communautés virtuelles. D'accord? C'était les forums, les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui réseaux sociaux. Mais la problématique essentiellement n'a pas changé depuis lors. Ce sont des documents qui existent. Quand vous parlez des chercheurs, le chercheur il produit. C'est vrai, il doit aider à la vulgarisation. Mais il produit. Mais les gens ne s'intéressent pas. On va vous demander, oui, vous cherchez, qu'est-ce que vous trouvez? Et des fois, je suis obligé de dire, oui, le faso.net, c'est dans le cadre de mes recherches que je l'ai créé, c'est le résultat de mes recherches. Je ne savais pas. Parce que pour ceux qui sont en sciences sociales, notamment, on ne sait pas ce qu'ils produisent. Mais on écrit sur ces questions-là. On fait des formations. Mais il y a un minimum. On marche le travail, mais on ne peut pas l'avaler à votre place. On ne peut pas l'avaler à la place des citoyens. Si vous êtes capable d'aller sur Facebook, consacrer 10 minutes à lire des vidéos inutiles. Allez lire aussi des tutoriels qui vous enseignent comment utiliser ces réseaux sociaux. Ça, c'est une responsabilité personnelle.
Et cette responsabilité, oui. Oui, je reste avec le docteur par rapport à la vulgarisation. Oui. Vous avez en face des autorités également qui disent aux chercheurs que c'est aux chercheurs de contribuer à la vulgarisation. À la limite, c'est comme si on lui disait d'aller trouver des moyens pour pouvoir vulgariser ou bien approfondir ces recherches-là. Alors, oui. Mais les chercheurs le font déjà. En venant participer à cette émission, par exemple, c'est de la vulgarisation. Il y a beaucoup d'autres émissions auxquelles j'ai participé personnellement ou des formations que j'ai fait. Et je connais beaucoup d'autres collègues qui sont dans la même dynamique. Mais il faut leur donner les moyens. Et même sans ces moyens, on essaie de faire quelque chose. Oui, je suis d'accord, mais là, nous vous avons invité. Je parle de l'initiative personnelle. Parce que la vulgarisation coûte cher également. Oui. Donc, en face, qui donne les moyens de la vulgarisation? Mais c'est l'État qui doit donner les moyens de la vulgarisation. Mais l'État donne pas, l'État en veut d'ailleurs même aux chercheurs qui ne cherchent pas des moyens pour vulgariser ces recherches. Oui. Est-ce que mais on a des chercheurs qui ont eu face à ces situations. Est-ce que vous avez été dans des conditions pareilles? Non, moi je suis passionné par ce que je fais. J'essaie de diffuser. Vous avez un média aussi, c'est un avantage. Voilà, c'est un avantage. Si vous partez sur le faso.net du reste, il y a une rubrique intitulée Innovation et recherche où nous publions les articles des chercheurs. Par exemple, c'est une contribution modeste peut-être, mais c'est une contribution qui aide à vulgariser les résultats de la recherche. Il y a beaucoup d'instituts aujourd'hui, de départements du FR ont des pages Facebook, ont des sites web, où même certains chercheurs ont des blogs où ils essaient de diffuser les résultats de leurs recherches. Mais il faut lire. Si vous essayez, tapez sur Google des mots-clés sur un certain nombre de thèmes de recherche, vous verrez qu'il y a énormément de documents. Donc il y a un effort minimal que le citoyen doit faire d'aller à la recherche aussi de l'information. Il ne faut pas attendre qu'on vous apporte tout ça. D'accord? Je suis d'accord, on doit faire un effort en matière de vulgarisation, mais il faut faire un effort aussi pour chercher ce qu'il y a. Moi, je suis interpellé par des gens pour telle ou telle question, par exemple. Mais il y a beaucoup qui ne le font pas. Mais on ne peut pas non plus aller chaque fois. Je ne dirais pas qu'on n'a pas que ça à faire. On doit le faire, mais il faut nous aider aussi à le faire. Il faut aider à le faire. On dit la devise d'Internet, c'est apprends ce que tu ne connais pas et partage ce que tu connais. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez apprendre aujourd'hui, même si vous voulez apprendre le moré, vous avez des outils pour le faire. D'accord? C'est pour vous dire à quel niveau l'outil permet de démocratiser le savoir, de le rapprocher du citoyen. Mais il faut que ce citoyen fournisse un minimum d'efforts d'aller à la recherche de l'information. On vous apporte l'information. Avant, on disait oui, les bibliothèques sont ceci, ils sont cela. Ou même, on peut accuser les mégas, le prix des connexions. Mais quand vous voyez ce que les gens utilisent comme connexion pour regarder des vidéos, moi, j'ai regardé un peu l'évolution de YouTube au Burkina, la consommation de YouTube. C'est-à-dire, en 2 ans, YouTube est devenu la plateforme la plus suivie, le site le plus suivi derrière Google, par exemple. En quelques années. Oui, c'est-à-dire que les gens ont tendance à beaucoup plus aller regarder des vidéos. Les vidéos. Pas aller chercher du savoir. Oui, en 2007, j'ai fait une petite étude. Les contenus les plus recherchés, heureusement, il y avait l'information, suivi du porno, suivi du loto et de l'emploi. D'accord? Ça vous donne une idée de ce qui intéresse les gens. Donc, ce n'est pas une question de manque de moyens, c'est une question de choix, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Si on a le temps, on a les moyens de se connecter sur YouTube pour consommer des contenus X, on devrait utiliser ce temps-là aussi pour regarder des informations utiles, pour se former, apprendre l'anglais, apprendre le chinois, apprendre le moré, même le moré, autre chose. Juge Vara. Oui, c'est vrai qu'on parle de la façon de se comporter sur les réseaux sociaux. On a parlé de la question de l'organisation, les textes et tout. Au-delà de la question de cybercriminalité ou cybersécurité, il y a l'utilisation quotidienne. Oui. Les populations, quelquefois on dit bon, elles ne maîtrisent pas trop. Maintenant, il y a même ceux qui devraient être l'élite. Je prends des exemples simples. On a des ministères, on a ceci, on a cela, qui existent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils existent de la bonne façon? Parce que quelquefois, vous vous retrouvez avec comment on appelle ça, une page qui est celle du ministre, qui est bien plus animée, plus dynamique que la page du ministère. C'est-à-dire que la page de l'institution. En tant que journaliste, quand vous voulez quelques informations, c'est mieux d'aller sur la page du ministre plutôt que d'aller sur la page de son ministère. Et quelquefois, quand vous vous retrouvez même sur le terrain, vous voyez que les communicants
du ministre, les plus en avant, c'est plutôt des petits avec des téléphones, plutôt qu'un service qui a peut-être fait des études pour et tout. Est-ce qu'on n'est pas en train de dévoyer les choses? Ça, ce sont des dérives qui sont connues, qu'il faut corriger. C'est-à-dire organiser plus efficacement la communication institutionnelle au niveau gouvernemental. Déjà, il y a eu toujours des lacunes à ce niveau, dû parfois à la conception de l'outil, du travail à faire. Bon, j'ai la chance d'avoir suivi un peu, moi j'ai fait la DGI, la Délégation Générale à l'Informatique, qui était la structure qui a géré l'informatique avant qu'il n'ait le ministère consacré à ces questions-là. Si vous vous rappelez les sites des ministères, avant il fallait partir à la DGI avec les articles sur disquette pour les mettre en ligne. On a évolué, on a confié à des informaticiens, on a créé des sites pour les ministères, mais il faut former les communicants qui sont chargés de ces outils-là. Il faut les former, leur donner les moyens, et il faut que les premiers responsables comprennent comment ça doit fonctionner. La communication est ceci d'extraordinaire que tout le monde croit pouvoir faire de la communication. Voilà. Vous avez des charlatans, vous avez des pharmaciens, vous avez, je sais pas, des gens qui du jour au lendemain se convertissent en communicants. C'est possible, c'est un peu la particularité du métier. Vous pouvez être mécanicien et puis demain devenir journaliste, d'accord? Voilà, c'est un peu spécifique. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne doit pas s'apprendre. Il y a des codes qu'il faut apprendre. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la communication, c'est comme le chinois. Ça s'apprend. Pour dire qu'il y a des codes à apprendre. Et quand on ne les maîtrise pas, on aboutit à ce genre de dérives. Parce que le système n'est pas organisé. Parce qu'au niveau, au sommet, il n'y a pas de coordination. Si un ministre en arrive à mettre en place une équipe pour faire sa communication à côté de son ministère, il y a un problème. Des fois, son équipe personnelle a plus de moyens que le service de communication du ministère. Pourquoi on ne fait pas confiance? Pourquoi on laisse faire? C'est à l'État de se donner des moyens d'organiser tout ça. On le voit faire et parfois on ne réagit pas suffisamment. J'ai eu la chance de travailler dans ce système-là en tant que directeur de la communication du Premier ministère avec Tertus, avec Luc Adolphe Thiaou par exemple. On a essayé de faire des efforts. Je pense qu'au temps de Tertus, je crois qu'il avait été décidé de faire des séminaires gouvernementaux en matière de communication pour les ministres. Savoir communiquer, c'est aussi essentiel que savoir faire son travail. Parce qu'on dit que si vous avez le savoir-faire, il faut le faire savoir. Si vous êtes technicien, expert d'un domaine, et que vous ne savez pas valoriser votre expertise, ça ne mène à rien. Malheureusement, les gens ne se donnent pas la peine d'apprendre le b.a.-ba de la communication, ou alors de donner, la main aux communicants de faire le travail. On n'a pas tellement confiance, on préfère faire appel à des copains. Mais en tant que ministre, si vous n'avez pas confiance au chargé de communication, le directeur de la communication et des relations publiques, comme on les appelle aujourd'hui, il faut le changer. Il faut le changer. C'est pareil pour le directeur de la communication. Si vous sentez que vous n'avez pas assez, d'harmonie, d'entente, de vision avec le premier responsable, il faut partir. Moi, j'étais avec Thiaou à un certain moment, on n'avait pas la même vision. J'ai démissionné de mon poste en 2012. Mais je pense que tout le monde, si vous ne vous entendez pas, il faut quitter le poste. Ça ne sert à rien d'être là, de souffrir dans son âme et de ne pas pouvoir faire ce qu'on dit. Parce que beaucoup d'erreurs de communication qui retombent sur les communicants ne sont pas du fait des communicants. Demandez au directeur de la communication. C'est plein de stratégies de communication que les gens ne respectent pas. On n'écoute pas le communicant, on n'écoute pas le directeur de la communication. Parfois, il est l'élément le plus malheureux dans le système de direction, alors qu'il devrait être le plus proche collaborateur du premier responsable. Il y en a qui ne voient pas ça bien. Mais c'est son rôle. Ce n'est pas un privilège exagéré qu'il soit confident avec le Premier ministre ou avec le Président. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est de la communication. D'accord? Regardez les crises que nous avons. La perception de ce que vous faites, c'est de la communication. Surtout qu'on a donné la parole à tout le monde de parler. Donc ça veut dire que la première préoccupation, votre priorité doit être de soigner votre communication. Voilà. Parce que là, on dit que une mauvaise communication peut gâcher une bonne mission, une bonne action. Ça ne veut pas dire que la bonne communication peut rendre bien ce qui est mal fait, mais si vous pouvez faire bien, mais si vous communiquez mal autour de ce que vous avez bien fait,
ça va avoir une mauvaise image dans l'opinion publique. Il faut donner la parole, il faut donner les moyens, il faut donner la latitude à ceux qui sont chargés de faire le boulot, de le faire. Voilà. Il faut donner les moyens, il faut donner la parole, il faut mettre l'accent sur la communication. Et les vaches seront bien gardées. Droit de réplique dans des juges. Oui, mais comme on parle toujours de la question de la présence des réseaux sociaux, j'ai dit ceux qui doivent donner l'exemple. Parce qu'on dit le peuple, lui, c'est ceci, c'est cela, mais il y a ceux qui doivent donner l'exemple. Quand on regarde les débats sur les réseaux sociaux, vous verrez que, en son temps, on parlait des boxeurs en dessous de la ceinture, bien entretenus, par soit c'est politique, en tout cas, pas des autorités ou quoi, mais c'est un peu ça à quoi on a droit sur ces réseaux-là. C'est une des dérives de la mauvaise gestion de la communication. On en est arrivé à un point où des responsables politiques croient nécessaire de faire appel à des snipers, voilà. à des commandos, je ne sais pas, qui n'ont pas toujours les outils pour les défendre, qui sont prêts à dire du n'importe quoi pour les défendre, ce qui ne leur rend pas du tout service. Mieux vaut, moi je préfère avoir affaire à un adversaire intelligent qu'à un soutien bête qui ne fait que m'enfoncer de par ses prises de parole. Des fois vous voyez parfois des commentaires qui sont censés supporter quelqu'un mais qui ne font qu'enfoncer la personne. Parce qu'on n'a pas choisi la bonne personne pour vous aider. Il ne suffit pas de dire oui, il a raison, il a raison, il a raison. Mais quand on a dit ça, quel argument on a apporté pour appuyer la décision, pour appuyer le discours de la personne? Ce sont des relais peut-être, ils croient défendre l'image de leur mentor, de celui qui leur donne 5 000, 10 000 francs ou 2 000 francs, qui leur a donné un smartphone et puis des mégas, mais ils ne font que l'enfoncer. Il faut faire le bilan de l'image de ces personnes. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que réellement, ils ont réussi à dresser de vous une image positive? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Il ne suffit pas d'avoir des gens qui sont prêts, un peu de gros bras. Ce qu'on a évoqué au début. Est-ce que réellement, ce qui s'est passé rend service au pouvoir? Si les gens croient pouvoir aider le pouvoir en bandant les muscles, en violentant ceux qui ont une opinion contraire, est-ce que c'est le cas? Regardez un peu le petit scandale que ça a créé. Voilà. Donc, il faut regarder à tout cela et très rapidement, puisqu'on est pratiquement en fin d'émission, peut-être avec la présence du chercheur Cyriaque Paré, il peut nous donner très rapidement quelques règles à observer, les pièges à éviter pour un bon usage des réseaux sociaux dans notre environnement, pour nous-mêmes et pour les autres. Déjà, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux. Il y en a qui disent « Ah, je n'y suis pas, je n'ai pas de page Facebook, ceci, cela, je préfère ne pas y être. » C'est une erreur. Vous avez vu récemment que des gens ont essayé de récupérer, d'usurper l'identité du Premier ministre. S'il était officiellement sur ces espaces, on l'aurait trouvé. Ça veut dire, si vous n'êtes pas sur ces réseaux, quelqu'un peut récupérer votre identité et poser des actes qui vont rejaillir sur vous. Donc il faut être dans ces espaces-là et apprendre à les utiliser. Déjà en sachant, en faisant attention à ce que vous dites, parce qu'on dit que ce que vous dites dans ces espaces reste. C'est enregistré, même s'il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli, qui vous permet de toucher Facebook, Google pour effacer des choses, des informations qui portent qui peut préjudice à votre réputation numérique, mais ça n'empêche pas que c'est difficile à résoudre, à mettre en œuvre le droit à l'oubli. Il faut être sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce que vous dites vous-même. Ça, c'est un. De deux, il faut faire attention à ce que les autres disent de vous. Il faut aussi faire attention à ce que vous dites des autres. Et il ne faut pas laisser vos amis venir raconter n'importe quoi sur vous. Ce qu'on conseille de façon régulière, il faut se googler. Tapez votre nom sur Google pour voir qu'est-ce qui ressort comme information sur vous. Et quelle est votre identité numérique, votre réputation numérique. Ce sera ainsi que va s'achever cette troisième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité qui a jugé l'usage des réseaux sociaux au Burkina avec Dr Cyriaque Paré, chercheur et fondateur de lefaso.net ainsi que de ISCOM, Institut supérieur de la communication et du multimédia. Merci d'avoir répondu à notre convocation. Merci de m'avoir Merci également aux juges pour leur
éléments clés de lecture sur cette question. Merci, juge Bougman. Merci également, juge Vara, et merci à toute l'équipe de rédaction. Vous étiez donc sur Tri TV et Watt FM, et vous nous retrouverez demain pour une nouvelle audience du tribunal de l'actualité, toujours avec la même rigueur et sans aucune complaisance.